Bon, si je suis tout seul à parler comme un imbécile, franchement, ça ne m'intéresse pas. Par contre, si vous communiquez, si vous me posez toutes les questions que vous voulez sur le trading et sur ce qu'on va voir, les idées que j'ai après, moi j'ai des idées pour ces conférences mensuelles que vraiment je vais essayer de tenir tous les premiers mardis du mois. Je dois être à peu près bon ce coup-ci. Super. La prospective au rebond qui tiendra et on pourra aller beaucoup plus haut, si et seulement si effectivement l'économie tient. Je pense que les banquiers centraux vont baisser les taux dès lors que les points 1 et 2 dont je parlais seront validés. Donc là, il n'y a aucun souci particulier, d'accord. Mais le point 3, la baisse des taux, le point 4, l'économie, là, beaucoup plus clairement, c'est beaucoup plus flou. Mais vu qu'on peut penser que la baisse des taux se fera probablement deuxième trimestre, peut-être au premier, on verra en fonction des discours de Jérôme Powell et de ses coreligionnaires des banques régionales. Mais en fait, les investisseurs ont décidé que ça se ferait. Donc en fait, la réalité ne servira à rien. Ce qui est important, c'est ce qu'ils en pensent. Tant que ce n'est pas invalidé, tant que Jérôme Poel ne dit pas non, ça ne se fera pas avant tant, et là, ça remettrait en question les valorisations, mais a priori, il ne le fera pas. Donc le seul ce n'est pas joli, le seul critère qui pourrait faire déraper les marchés désormais, ben, c'est le fait qu'on achète une croissance qui ne sera pas là. Donc on achète des bénéfices futurs qui ne seront pas là. Et donc on est en train de gonfler les valorisations de toutes les actions, de toutes les entreprises. Et si demain les résultats ne sont pas là, effectivement, il faudra corriger tout ça. D'accord? Est-ce que c'est bon? Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'élément à surveiller dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, par exemple, on a eu les ISM en baisse, meilleur que prévu en Europe, meilleur que prévu aux États-Unis, ISM des services. Donc on voit bien qu'on est loin pour le moment d'être dans un fracas de l'économie. Alors, comment et pourquoi? Peut-être que ça peut vous intéresser. Je peux vous donner mon idée sur le sujet. Comment et pourquoi? Oui, Jean, voilà. Comment et pourquoi est-ce que l'économie américaine tient? À ce stade, si on réfléchit un petit peu, on peut penser à quelque chose. La bourse fonctionne par liquidité. Enfin, c'est la liquidité qui va s'investir soit sur les actifs dits à risque, les actions, soit les actifs dits sans risque, les obligations. Je vous passe les autres. On est, depuis maintenant un peu plus de 18 mois, dans un environnement relatif de restriction de liquidité. Pourquoi relatif? On a eu beau connaître, notamment aux États-Unis, la plus forte hausse de taux jamais connue dans l'histoire. Jamais. C'est la seule fois que les taux sont montés de zéro. Donc, évidemment, ça c'était plus facile jusqu'aux 5% qu'ils ont tapé. Et aussi rapidement, aussi brutalement. C'était la première fois. Et pourtant, l'économie a tenu. Alors, premier élément de réponse, effectivement, on considère, j'ai toujours dit, dès les premières, il faut de 12 à 18 mois pour voir les premiers
résultats dans l'économie. Nous y sommes. Nous y sommes et pour le moment, et à ce stade, on ne peut pas considérer que l'économie est en train de freiner brutalement. Maintenant, 12 à 18 mois, ça peut avoir un effet cumulatif puisque on rentre, je dirais, dans le dur. Donc, on va savoir désormais. Bon, ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, on sortait d'une période très spécifique, Covid, avec des injections de liquidités qui n'ont jamais été connues, là aussi, dans l'histoire économique. Donc, ça fait deux éléments très inconnus dans l'histoire économique, donc difficile d'appréhender la réaction de l'économie et des acteurs, des agents économiques face à ces phénomènes vraiment nouveaux. Troisièmement, tout ce qui a été autour du chômage, niveau très faible, et tout ce qui a été autour de la panne, enfin, les entreprises qui ne réussissaient pas à recruter. Lorsqu'une entreprise ne réussit pas à recruter, elle fait quoi? Les salaires, elle les tient le plus élevé possible, voire elle augmente les salaires pour tenir les salariés pour éviter qu'ils s'en aillent. D'accord? Premier point. Et surtout, si elle a un doute sur l'avenir, sur les 3 prochains mois, au lieu de virer à tour de bras, elle se dit, pour le moment, je ne bouge pas, pour le moment, je ne fais rien, car je ne peux pas virer. Et là, je vous parle surtout évidemment aux États-Unis. Chez nous, c'est plus lourd, évidemment. Mais je ne peux pas virer immédiatement pour 3 mois mes salariés parce que si l'activité ne s'arrête que 3 mois, quand je voudrais réembaucher, j'en aurai pas. Donc, du coup, maintien en activité, salaire fort et des entreprises qui avaient les moyens aussi, puisque les entreprises étaient non seulement très bien gérées, avaient gagné beaucoup d'argent, avaient reçu beaucoup de subventions et avaient pu s'endetter à taux zéro. Donc, que vous le vouliez ou pas, l'argent avait coulé à flot chez tout le monde. Donc, évidemment, lorsque tout le monde est riche, entre guillemets, c'est beaucoup plus facile de traverser une période où les taux vont monter. Puisqu'on a des réserves, donc on peut tirer sur ces réserves. L'autre élément, et c'est là où peut-être tout va se jouer, et même pas d'ailleurs sur la croissance économique, c'est le fait que jusqu'à présent, les taux sont montés à une telle vitesse que les entreprises qui sont en difficulté et qui doivent se refinancer à des taux élevés, donc à des taux susceptibles de remettre en question leur profitabilité, j'espère que vous suivez, mais n'ont pas eu à le faire, puisque pour le moment, pour les raisons que je vous avais citées, elles avaient les poches pleines, elles s'étaient endettées à des taux faibles, donc elles peuvent patienter. On sait que l'année qui s'ouvre et l'année qui suivra vont être 2 années où beaucoup d'entreprises vont devoir se refinancer à des taux plus élevés. Et c'est là, en fait, où effectivement, selon la vitesse à laquelle les banquiers centraux vont abaisser leurs taux, qu'il y aura plus ou moins de dégâts dans l'économie parmi les entreprises qui vont devoir se refinancer. Est-ce que c'est clair pour tout ça? Et j'oubliais, le dernier point, j'oublie le dernier point qui est bien évidemment le fait qu'on a un État fédéral aux États-Unis qui nous offre quand même un déficit budgétaire de 7,2, 7,3 de mémoire, 7,2 ou 7,3% de déficit budgétaire. Alors si ça ne vous parle pas, peut-être que ça ne vous parle pas, mais sachez que c'est juste le déficit budgétaire normal que l'on trouve dans des situations de crise totale, c'est-à-dire par exemple 2008, 2009, etc. Or, ils le font à une période où tout le monde, encore une fois, économie fonctionne à plein. Le dernier trimestre, la croissance américaine était à 5% en annualisé. Donc on est très loin. Donc,
Si vous avez un retrait de liquidité monétaire, mais que vous avez des injections massives de liquidité budgétaire, ben en fait, ça s'annule plus ou moins. Et en plus, avec tout ce qui se passe, notamment aux États-Unis autour de l'Iran, le traité anti-inflation qui est juste censé faire, qui est des subventions massives, près de 400 milliards pour les entreprises. On est en train de construire à tout va aux États-Unis, de recréer des usines, etc. Donc, phénomène très particulier, économie très particulière. J'ai un peu de bouteille, un peu de métier et l'économie est à la base mon métier aussi. C'est du jamais vu. Et ce n'est pas du jamais vu sur un seul point. Si vous avez suivi, c'est du jamais vu sur beaucoup de points. Donc tout ça fait que très clairement, c'est difficile d'envisager à ce stade un crash total de l'économie américaine. Maintenant, il va falloir surveiller ça. Après, le véritable risque, on le connaît aussi, hein, surendettement jusqu'à quand? Alors que les États-Unis sont de moins en moins achetés, que la dette américaine est de moins en moins achetée, les Japonais ne l'achètent pratiquement plus, les Chinois, pour des raisons politiques, ne l'achètent plus. Est-ce que la Fed va devoir demain racheter à nouveau les obligations américaines? Wait and see. Voilà. Donc, ce qui est certain, c'est que franchement, si j'aime mon métier, si j'aime la bourse, si je m'éclate tous les matins à venir travailler et à voir ce qui se passe, c'est parce que, encore une fois, il y a, je me souviens, hein, enfin vraiment, heureusement, c'est vieux. Non, je blague. Au premier trimestre, vraiment, hein, lorsque vous écoutiez, tout le monde s'enflammait, les marchés LVMH, le luxe, etc. Quelques trimestres après, plus personne n'en veut. Où est la vérité là-dedans? La vérité, c'est, attention, en tant qu'investisseur, moyen long terme, en tant que swing trader et en tant que day trader, chaque fois que je clique, je prends ma responsabilité et je le fais en pleine décision avec GTS, avec ce que vous voulez. L'idée, c'est avec une méthodologie. Je vous ai fait le coup, je pourrais vous le refaire, comment bâtir une méthode. Ça sera l'objet de ce livre si je le sors. Vraiment, construire votre propre méthodologie si j'y arrive. Mais moi, ce qui me plaît, c'est ça. Parce que les marchés, c'est passionnant, c'est fantastique, mais c'est beaucoup de bruit, beaucoup de fureur, beaucoup de choses. Si on n'est pas là, soi-même, très froid, très précis, si on sait exactement, enfin si l'on ne sait pas, pardon, si on ne sait pas à tout moment ce qu'on doit faire, bah c'est très compliqué. C'est très compliqué. Si l'on ne gère pas son risque, c'est très compliqué, évidemment. Mais le risque, on doit le gérer dans la méthode. C'est pas méthode et risque à part. Et la psycho, encore une fois, je n'y crois pas une seconde. 95%, 80. Si vous avez une bonne méthode que vous avez travaillé, hein, c'est pas le truc au hasard, c'est pas le truc que vous avez pris sur une vidéo YouTube ou je ne sais quoi. C'est vous avez travaillé, vous avez tout prévu, tout anticipé, vous savez quoi faire, vous avez une matrice décisionnelle qui vous dit quoi faire. Difficile, franchement. Alors c'est un exemple que je reprends maintenant que je répète, qui est assez nouveau, donc mais bon, je vais parce que je pense qu'il est clair. Euh, Chaque fois que j'entends des problèmes de discipline, je n'y crois plus, je n'y crois pas. Ce sont des problèmes de manque de travail, de manque de sérieux, de manque d'application, de manque de préparation. Vous l'appelez comme vous voulez. Vous n'allez pas faire le marathon. Moi, j'irai pas faire le marathon sans entraînement. Si j'essaye là, je vais me cracher.
immédiatement. C'est un choix personnel, je veux dire. Donc, si vous allez en bourse sans vous préparer, si vous tradez sans être prêt, si vous croyez que c'est en tradant tous les jours que vous allez vous préparer, c'est bidon. C'est bidon. Voilà. On travaille tous les aspects de la bourse et on met en place tous les critères qu'il faut pour ne pas être indiscipliné, pour ne pas être pas concentré, pour ne pas être toutes les pseudo problématiques psychologiques, on les rentre dans des cases et tout se passe bien. Tout se passe bien. Voilà, c'est un fait, c'est prouvé, c'est démontré. Et si on ne le fait pas, effectivement là, on va être pris par les émotions, par le stress, par le manque de concentration, par la cupidité, par la peur, par tout ce que vous voulez. Mais c'est juste après coup. Là où le mental va vraiment faire la différence, et j'insiste vraiment, hein, là où le mental va vraiment faire la différence, pour moi, c'est pas entre le trader perdant et le trader gagnant, c'est entre deux traders gagnants. Là oui, parce que là effectivement, vous pouvez avoir une méthode parfaite, vous pouvez avoir un truc parfait, vous pouvez acheter uniquement quand c'est vert, vendre uniquement lorsque c'est rouge, mais peut-être que vous n'avez pas le petit truc en plus qui fait que voilà, il faut savoir se battre, il faut savoir ne rien lâcher. Et ça, effectivement, c'est peut-être pas dans la méthode, c'est dans le caractère, l'envie. Là, effectivement, le mental va jouer. Mais là aussi, tout ça, ça par contre, après, ça s'apprend. Mais pour devenir un trader gagnant, on bosse sa méthode. Pour devenir un trader expert, top trader, là, effectivement, enfin, moi, si je prends mon cas, j'ai bossé, 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 et c'est quand j'ai gagné que j'ai essayé de m'améliorer pour gagner plus. Voilà, tout simplement. J'espère que je suis clair. On revient, je me suis un peu emballé sur le sujet, j'espère que ça vous intéresse aussi, hein. Des fois, je pars comme ça sur le mental, la psychologie, la technique. J'espère que ça ne vous ennuie pas. Les salaires n'ont pas suivi l'inflation, la consommation. Donc là, je reviens en arrière. Les salaires n'ont pas suivi l'inflation. Ça se discute, hein. La consommation ne va pas en pâtir avec ses conséquences sur la croissance et la profitabilité des entreprises. Écoute, ça se discute. Moi, les chiffres que j'ai montrent plutôt que les salaires ont suivi et dans certains secteurs, même, ils sont allés plus fort, plus vite. Je veux dire, donc ça se discute. Ouais. Les élections américaines l'année prochaine, et puis ça calme les rallyes avant. Alors, historiquement, moi, ce n'est pas ce que j'ai, donc non. Je ne vois pas en quoi les élections américaines, je ne pense pas. L'IA n'était pas nouvelle bulle comme était la bulle Internet en 2000. Alors, les bulles, c'est un sujet qui est passionnant. Moi, c'est un sujet qui m'éclate complètement, les bulles. Et après, je crois que vous m'excuserez, mais il faudra que j'arrête parce que j'arrive plus à parler. Je suis arrivé au bout de ce que je pouvais dire. Les bulles, c'est un sujet qui est passionnant. L'intelligence artificielle, est-ce une bulle ou pas? Alors attention, il y a une immense différence. Une immense différence, c'est que en 2000, beaucoup de boîtes ne faisaient pas de bénéfices. Aujourd'hui, est-ce que Microsoft est en bulle? Microsoft est chèrement valorisé, largement valorisé. Tu dis ce que tu veux, mais ça crache du cash autant que tu veux. Peut-être que ça en crachera moins, donc peut-être que ça vaudra moins, mais voilà. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse bulle sur l'intelligence artificielle, personnellement. On a eu, par contre, ça fait 2-3 ans qu'on a eu des bulles de tous les côtés. On a eu la bulle sur les cryptos, on a eu la bulle sur l'hydrogène, c'est phénoménal. Je me souviens de titres de journaux économiques financiers qui présentaient des startups s'introduisant en bourse à des dizaines ou des centaines de millions d'euros en France, des milliards aux États-Unis, en expliquant que c'était waouh,
3 ans après, ça vaut zéro, ça fait faillite. Donc, tout ça est parfois, attention, une escroquerie intellectuelle. Il faut savoir garder son sang-froid. On a eu la bulle sur tout ce qui a sur toutes les entreprises vertes, et aujourd'hui, on se rend compte aussi que le solaire, Enco, ben, ça coûte de plus en plus cher à financer, et donc si ça coûte plus cher à financer, c'est moins rentable. Voilà, toutes les boîtes ont perdu de 75 à 80%. Donc il y a eu beaucoup de bulles, et les bulles se dégonflent régulièrement. Donc, on est en train actuellement de rebondir sur les small and mid. Moi, j'avais mis ça en tête depuis 2 ou 3 mois, j'en parlais. Donc, c'est ce que j'ai fait sur certaines valeurs. Ça marche plutôt bien. Après, franchement, c'est peut-être pas des valeurs sur lesquelles je resterai. Donc, les bulles, c'est pas à fuir. Les bulles, c'est parfois profiter du mouvement, profiter de ce qui se passe. Mais dans tous les cas, on gère son risque. Et personnellement, euh, une bulle extrême, c'est lorsqu'une entreprise est valorisée alors qu'elle fait zéro chiffre. Je parle donc même pas de bénéfices. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si pour le fun, statistiques des 31 années d'élection du USA sur sa 26 dernières années. Écoute, moi, ce que j'ai regardé sur les stats, j'ai plutôt bon, hein, je veux dire, donc je sais pas, on ne doit pas avoir les mêmes, mais moi, les stats que j'ai eu sur les États-Unis, je sais pas d'où tu les sors, c'est le genre de truc que je regarde aux États-Unis. Donc, généralement, les résultats américains qui sortent mauvais, c'est la 3e année, généralement, en stats. Et puis après, toujours, si vous vous amusez à travailler les stats annualisés ou les mois ou les mois ou les années pour savoir s'il y a un avantage comparatif, etc., ben, il faut toujours, mais alors toujours, alors ça c'est voilà, c'était, enfin bref, c'était ce que je faisais jeune. Il faut toujours retravailler la stat à l'aune de la moyenne, à l'aune de la moyenne, parce que euh, ça va être, ça va être un poil compliqué à vous l'expliquer là, je le sens. Enfin bref, vous ne pouvez pas prendre une statistique annuelle comme il y en a beaucoup qui tournent sur les réseaux sociaux, etc., sans la retravailler. Parce qu'une stat est mécaniquement, elle est impactée beaucoup plus par les très mauvaises années et par les très bonnes années. Donc il faut la retravailler exactement comme l'on fait avec les trades. Donc si vous prenez des stats globales que l'on vous offre ou que vous chopez sur les réseaux sociaux ou je ne sais où, ou même chez Plumber Co, retravaillez toujours les stats. Moi, à titre personnel, les seuls stats que j'utilise, c'est pas les résultats que l'on me donne, c'est je prends, je compile et je retravaille obligatoirement. Sinon, ça n'a aucune fiabilité. Sinon, voilà. Voilà. Mais bon, après, je vous dis ça, là, je suis peut-être un peu trop compliqué. As-tu un avis sur l'hydrogène? Oui. Lequel? Ça fait 3 ans que je dis fuyez tout ça, c'est une escroquerie. Voilà. Il y avait une voiture, super Bernard, si tu es là. Merci beaucoup. Il y avait une voiture, je cherche son nom, là, ça ne vient pas. Donc, Hydrogène qui avait levé plus de 100 millions, etc., reçu évidemment à l'Elysée, bref, les gros titres partout. Opium, les gros titres partout, etc., introduit en bourse, liquidation ou presque. Il y a un ancien ministre même qui y est allé.
je pense pas que le rôle de la bourse, et là c'est un très gros coup de gueule, je pense pas que le rôle de la bourse, ce soit d'aller prendre les particuliers pour des pigeons en leur faisant faire du capital risque, qui est un métier, j'en fais parce que ça me plaît, parce que j'aime la finance, parce que j'ai les moyens, voilà, parce que je sais que quand je le fais, j'aide des entrepreneurs. Bon, voilà, mais je sais ce que je fais. Et si je me trompe, je l'assume. Aller exciter dans les médias, comme ça a été fait pour ce cas très précis, mais il y en a eu plein d'autres, où vous avez des investisseurs, et il y a eu des gros titres partout, des articles partout, avec des sites internet probablement aidés, sponsorisés. Je suis enregistré, hein, donc j'accepte, je prends le risque. Ben, je trouve que c'est un scandale. Je trouve anormal que les particuliers soient pris comme de la chair à canon financière, alors que moi, tout ce que j'ai fait avec KiwiInvest, c'est au contraire essayer de démocratiser la bourse sans faire rêver sérieusement et loin de toutes les conneries que l'on peut voir. Euh, où vous pouvez devenir vivre du trading avec 2 ou 3 000 euros ou je ne sais quoi. Encore, bref, toutes les conneries qu'on voit, etc. Opium, c'est ça, ouais. J'ai bossé 6 mois dans une société de rétrofit de bus à hydrogène. C'est effectivement une escroquerie. 700 000 euros pour rétrofiter un bus qui a 5 ans. Voilà. C'est Air Liquide. Voilà. Moi, le seul truc hydrogène que je conseille depuis 3 ans, que à peu près l'hydrogène est venu à la mode dans la bourse, c'est pourquoi vous embêter à aller mettre de l'argent à mode loto casino sur des startups qui n'ont rien à faire en bourse. Voilà. Que moi, si ça me fait plaisir, je mette un billet de la taille que je veux sur une entreprise à risque, c'est, je l'assume. Mais que des particuliers soient attirés, excités, et que derrière le truc se crache, c'est anormal, tout simplement. Alors que vous achetez de l'air liquide, là vous êtes dans l'hydrogène. On est bien d'accord. Merci Gilles. Bon, sur ce, écoutez, je pense que je vais arrêter pour ce soir avant de pas pouvoir continuer. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Pas de souci, au plaisir. Le mois prochain, j'essaierai vraiment de le tenir tous les mois. Bon, là, je vous ai fait un truc plutôt macro, hein. Je veux dire, on pourra faire vraiment des trucs plus typés trading, plus typés investissement, bourse, etc. Voilà. Ciao, ciao, ciao. Très bonne soirée. Merci à toutes et tous pour vos commentaires. Et à très 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 bientôt. Merci beaucoup à toutes et tous. Ciao 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 ciao. Bye bye. Ciao.